Bonsoir. Ça va? Je crois que vous pouvez vous considérer comme chanceux parce qu'on a refusé. Ça fait 4 jours qu'on refuse des spectateurs dans cette séance. Donc c'était chaud d'en être ce soir. Alors, on sera tout à l'heure rejoint par Alice Diop. Donc c'est la soirée sorcière, donc c'est une soirée ciné-chiffres dans les habitudes de la distribution. Ça veut dire qu'ils sont en train de fêter ou pas le résultat des entrées françaises. Donc vous verrez dès qu'ils vont entrer dans la salle si les nouvelles sont bonnes ou non. C'est toujours un peu à double tranchant de faire ça, notamment dans ce contexte. Les nouvelles du matin étaient bonnes, donc il y avait un certain optimisme du côté de la distribution. C'est-à-dire les films du Losange et la presse est délirante, donc ça devrait à peu près aller. On sera au moins rejoint par Alice Diop, la réalisatrice, Gusladji Malanda, Kelly Kagame et Aurélia Petit, les 3 actrices. Aurélia a déjà fait un petit tour tout à l'heure, mais elle a préféré parler avec tous les autres. Et on sera rejoint par Antoine Guillot, puisque cette séance est en partenariat avec France Culture, qui du coup inaugure sa première séance hors les murs à Montreuil, chez nous ce soir, avec Alice Diop et son film. Ouais. Et pour nous parler de ça, de France Culture, Sabine Podamalé. Alors, juste vraiment, vous pouvez l'accueillir. On est hyper content de proposer cette séance mensuelle pour la première fois dans ce magnifique cinéma. On est partenaire de ce film. On était déjà partenaire du film documentaire que vous avez peut-être vu, Nous, d'Alice Diop, qui est sorti au mois de février. Oui. Et donc Antoine Guillot, qui est Monsieur Cinéma à l'antenne de France Culture. Pour ceux qui ne connaissent pas son émission Plan Large, c'est le samedi à 14h. Et bien sûr, vous pouvez la télécharger quand vous le souhaitez. Nous rejoindra pour animer le débat avec Alice Diop. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très belle séance. Et effectivement, on espère que les chiffres seront excellents. Merci, à tout à l'heure, et on remercie au passage les films du Losange qui nous rejoindront aussi, les distributeurs. Bonne séance, à tout à l'heure. Merci d'accueillir d'abord Antoine Guillot de France Culture. Bonsoir, merci Stéphane de nous accueillir au Méliès. On m'a toujours dit que le public du Méliès était formidable et exceptionnel, donc je ne suis pas déçu ce soir de vous rencontrer. Mais on n'est pas là pour moi, on est là pour Alice Diop, qui est venue avec Gusladji Malanda et Aurélia Petit, une autre comédienne qui aurait dû venir mais qui s'excuse ce soir, c'est Kaïgé. Juste avant de vous donner la parole, je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas habitués des séances France Culture, qu'on fait d'habitude dans un autre cinéma, donc on est très content ce soir d'être au Méliès, que cette rencontre est enregistrée, elle sera diffusée sur le site de France Culture, donc toutes vos questions, qu'on espère très 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 nombreuses, vos réactions, vos émotions, tout ce que vous voudrez dire à Alice Diop, doit être dit dans un micro, parce que sinon ça sera perdu pour nos auditeurs. Donc faites-nous signe, il y a des micros qui circulent et on vous les donnera avec grand plaisir. Peut-être une question d'abord, Alice, je ne vais pas trop vous poser de questions parce qu'on va se retrouver dans Plan Large samedi, donc je voudrais pas, je sais que vous avez dû beaucoup déjà parler de votre film, mais il y a un moment dans le film où l'accusée dit qu'elle attend du procès, que peut-être elle comprenne pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Est-ce que vous avez fait ce film, entre autres pour comprendre pourquoi vous aviez eu envie de faire ce film? Absolument, absolument, et je dois dire que je n'ai toujours pas compris, et tant mieux. Ce film continue de m'échapper, et tant mieux. Vraiment, sincèrement, Donc déjà en préambule, dire à quel point je suis très émue, très heureuse d'être devant vous ce soir, pour de multiples raisons. Parce que je me sens en famille, chez moi ici, sur cette scène de Montreuil, dans mon cinéma, parce que le public de Montreuil est l'un des publics les plus passionnants pour les cinéastes, et ça vraiment, de film en film, j'en ai la certitude, sincèrement, c'est des débats de plus grande qualité que je peux avoir, parce que ce soir est l'achèvement de 7 ans de ma vie, parce que c'est le premier jour où enfin je dépose mon film quelque part et je l'offre vraiment au public, où je suis à la fois dans un état de fragilité, de gratitude pour mes magnifiques comédiennes, Gusladji Malanda et Aurélia Petit.
confiance, d'avoir fait confiance à une cinéaste qui ne savait pas ce qu'elle faisait. Et elles ont eu confiance dans ce doute qui n'a cessé avec lequel j'ai construit le film. C'est un film qui s'est construit aussi dans une fébrilité émotionnelle, et je pense que le film raconte et ressemble à cet état de fébrilité émotionnelle dans lequel j'ai été, même si c'est un film qui est très construit, même si c'est un film qui est très écrit. Il était suffisamment écrit pour pouvoir lâcher prise au moment du tournage et pour pouvoir accueillir l'émotion qui nous a absolument fait vaciller en permanence. On était en permanence dans une espèce d'état comme ça, très étrange, très à part, qui était à la fois la conscience de faire un film et en fait la conscience de vivre une expérience de vie, de revivre en fait une expérience de vie peut-être encore plus intensément que celle que j'avais vécue durant les jours où j'ai passé au procès de Fabienne Cabou. Et voilà, proposer ça à des acteurs, proposer ça à des comédiens repose sur une grande confiance, c'est-à-dire cette capacité à s'abandonner. Et je crois que le film dit à quel point ils se sont abandonnés. Voilà. Merci beaucoup. Donc vous avez trouvé moyen de ne pas répondre à ma question, et tant mieux, comme ça vous y répondrez peut-être samedi, parce que je vais vous la reposer pour le coup. Mais alors pour ceux qui vous connaîtraient pas, qui se disent tiens, quelqu'un a eu le prix du meilleur premier film à Venise cette année, en plus du Grand Prix du Lion d'Argent, ça fait évidemment plus de 15 ans que vous tournez des documentaires. Et vous dites que c'était très écrit, ce film, et que vous avez été ébloui parce que vos actrices en ont fait. Est-ce que, bien que ce soit un premier film de fiction, vous l'avez pas filmé un peu comme un documentaire, dans la mesure où, on le dit beaucoup, tout film est un documentaire sur son tournage. Et là, on a ce sentiment que vous êtes attentive à quelque chose qui va advenir, qui n'est pas forcément ce que vous aviez écrit au départ. Alors, ce qui est de l'ordre du documentaire, c'est la matière de... c'est le langage en fait. Et je pense que la langue de cet accusé, la langue de Fabienne Cabou est la matière première de ce film. Et ça, moi j'ai tourné ce film à partir de la documentariste que je suis, et j'ai reconnu au procès l'intensité de ce réel, et ce réel qui était incarné par la puissance de ces échanges entre la présidente du tribunal et cet accusé, et même de tous les témoins qui auditionnaient à la barre de cette cour d'assises. Donc j'ai su reconnaître la puissance de ce réel, et que j'ai pris en note de façon extrêmement minutieuse. Et d'ailleurs, mon film est quasiment né dans mon carnet de notes. Au départ, je prends des notes, la première journée, je prends des notes assez éparses, et plus en plus, mesurant en fait ce que dit la langue de Fabienne Cabou, ce qu'elle nous raconte, ce qu'elle raconte d'elle, ce qu'elle dit de nous, ce qu'elle dit de nous la regardant, ce qu'elle dit de tout ce qu'elle n'a pas pu dire avant. Enfin, je mesure à quel point ces phrases, ces mots, cette manière de mettre en récit son crime, c'est presque l'objet, c'est presque... Enfin, c'est la matière, enfin, c'est l'enjeu même de ce qui se joue dans cet espace. Et donc je prends des notes extrêmement minutieuses, et en fait le film repose sur cette matière absolument documentaire. Et l'idée du film, du tournage, n'était pas de répliquer finalement ce que j'avais vu, mais de partir de ce texte et de l'emmener encore plus loin, c'est-à-dire de vraiment cette dimension du tragique, cette dimension du mythologique que j'ai intuitivement reconnu en fait en assistant à ce procès, et c'est presque la chose qui m'a le plus intéressée, parce que quand on regarde le film, on voit bien que ce qui m'intéresse, c'est pas le crime, c'est pas le caractère sordide du crime. J'aurais jamais fait un film sur Dominique Courgeot par exemple, ou sur n'importe quelle autre femme infanticide. J'ai fait ce film sur cette femme parce que cette femme, et parce que sa langue, et parce que sa langue me raconte, parce que son histoire me raconte, parce que ce que son histoire porte, ce que cette histoire me raconte. Voilà, il y a quelque part l'enjeu de tout ce pourquoi je fais du cinéma, de tous mes films. Enfin, ça me paraît un prolongement absolu d'une quête en fait qui préexiste à ce film, et qui là trouve son point de parachèvement, si j'ose dire. Et du coup, voilà, c'est encore une fois, même dans le choix des interprètes, même dans la manière de diriger, je n'ai jamais cessé d'être une documentariste, alors même que le film est extrêmement stylisé, que le film est très écrit, que le film est très construit. Donc j'ai l'impression d'avoir inventé, aussi bien avec ma scénariste qui est aussi ma monteuse, avec ma co-scénariste qui est une écrivaine, donc pas du tout quelqu'un qui est chevronné à la technique de l'écriture d'un scénario, avec ma chef opératrice Claire Maton, avec mes actrices. Je n'ai cessé d'inventer en fait un dispositif qui se situe dans une espèce de trouble entre le documentaire et la fiction. Et voilà, c'est quelque chose qui s'est construit sans vraiment
que je puisse ou que je ne le veuille sur le moment le théoriser en fait. Mais a posteriori, je me dis que c'est ça qui s'est passé, c'est qu'on a inventé collectivement un espace très trouble entre le réel et la fiction à partir de cette matière documentaire en fait. Et dans l'espace du tribunal, du coup, quelles sont les scènes qui s'éloignent le plus de cette logique de mise en scène des minutes du procès? À quel moment tu t'es dit, tiens, il faut là s'écarter un peu pour peut-être ramener cette dimension mythique qui, au passage, était un peu l'angle de prise de vue qui était le tien avant même d'y aller, si j'ai bien compris. Ce qui fait que, quand on lit les entretiens que tu donnes et qu'on revoit le film, on se dit que, certes, tu filmes le procès, mais tu veux garder aussi quelque chose de l'idée que tu avais du personnage et de ses implications dans le film tel qu'il est, peut-être plus fortement encore que de rendre compte de la personnalité de Fabienne Cabou, par exemple. C'est sûr que le film n'est pas une reconstitution du procès. En fait, c'est une interprétation, c'est une relecture, c'est une essence de ce que j'ai vécu. Et le film est beaucoup plus précis que ce que j'ai vu dans le réel. C'est-à-dire qu'il va plus loin, en fait. Mais l'idée de la reconstitution ne m'a jamais effleurée. Et même dans le travail avec les comédiennes, j'ai pas demandé à Gus Lagid d'interpréter Fabienne Cabou. Je lui ai pas demandé, en tout cas, d'imiter, pas d'interpréter, mais d'imiter. Mais par contre, s'approprier Fabienne Cabou à partir de ce qu'elle est, à partir de ce qu'elle comprend, à partir de ce qu'elle propose aussi. Ça, c'est un espace entre elle et moi. Mais ça, c'est vraiment un exemple. Mais dans les scènes, en fait, c'est quasiment tout le tribunal. Tout ce qui se passe au tribunal, il n'y a rien qui ne soit de l'ordre de la reconstitution, en fait. À part peut-être la lecture très précise de l'acte d'accusation, ça c'est vraiment... c'est en même temps, même ça c'est quelque chose qui est réinterprété, tout est réinterprété, en fait. Il y a à partir d'un texte qui est absolument précis à la virgule près. Tout ce qui se dit, tout ce qui s'entend au procès est exactement le verbatim quasi de documentaire de ce qui s'est échangé, sauf jusqu'à la plaidoirie de fin, sauf le passage sur les chimères. Le passage sur les chimères est le seul ajout de la fiction, et c'est marrant, dans cet ajout, c'est presque entendre encore mieux ce qui s'est dit. Et j'ai l'impression que toute cette démarche, en tout cas de frontière entre la fiction et le documentaire pour ce film, c'était utiliser la fiction pour aller plus loin dans ce que le réel disait. C'est-à-dire que quand j'ai su aller au procès, j'avais pas encore l'idée de faire un film. J'étais pas du tout en train de me dire que j'allais en faire un film. L'idée du film est venue à la fin. J'avais besoin de vivre cette expérience pour me formuler que un film allait se faire. Mais au départ, c'était pas du tout le cas. Et donc, je n'aurais pas pu filmer le procès, j'aurais pas pu faire un documentaire sur le procès. Et quand bien même j'aurais pu, je pense pas que ça m'aurait intéressé. Parce que je pense que là, du coup, l'exercice documentaire aurait sans doute rendu les choses beaucoup plus littérales. Et aurait sans doute raconté plus le fait divers que ce que j'avais envie de faire dire à cette parole, à cette histoire, en fait. Et c'est pour ça que le personnage de Rama est fondamental dans le film, parce que c'est précisément le personnage de Rama qui permet d'entendre ce que j'ai envie qu'on entende de ce que dit cette femme. Et ce que j'ai envie qu'on entende de ce que dit cette femme, c'est la question de la maternité, c'est la question de qu'est-ce que c'est qu'une mère, c'est la question de qu'est-ce que c'est qu'une fille. Et c'est l'histoire absolument banale et ordinaire de Rama qui permet en fait d'écouter à la bonne place ce que raconte, ce dont Laurence fait le récit en fait. J'ai l'impression que c'est parce que ça passe par elle, ça passe par son corps, qu'on l'entend à la place la plus juste à mon sens. Sauf que le personnage de Rama est encore plus mystérieux, il me semble, parce que ce personnage-là n'a pas la possibilité de se raconter, et le spectateur, pour le coup, investit beaucoup aussi de son imaginaire sur la raison de son malaise, la raison de ses yeux un peu effarés, parfois comme un lapin pris dans les phares qu'elle a dès le début, et c'est là qu'on entre dans un territoire de fiction qui peut vous échapper encore plus, parce que j'imagine que chaque spectatrice et chaque spectateur dans la salle s'est raconté sa propre histoire ce soir aussi. Et c'est absolument recherché, c'est absolument voulu, y compris ce qu'on peut se raconter de Laurence comme ce qu'on raconte de Rama. Moi, je pense que le personnage de Rama n'est pas si opaque, finalement. C'est, en tout cas, tel que je l'imagine, c'est une femme, finalement, qui est parlée par les mots de quelqu'un d'autre, et qui est parlée dans son corps, en fait, dont le corps parle, dont le corps lui parle. En tout cas, le corps se rappelle à elle. Cet enfant qu'elle était pour elle-même,
dont elle ne peut pas nommer, dont elle ne peut pas dire qu'elle est enceinte. C'est pas un déni de grossesse dans le sens où elle sait qu'elle est enceinte, elle est en couple avec cet homme, et elle ne peut nommer sa grossesse. Et à la fin, et en fait, elle fait un trajet pour faire advenir en elle la grossesse qu'elle a, mais pour aussi, peut-être qu'elle peut faire advenir en elle cette forme d'avortement symbolique qu'elle voudrait avoir. Enfin, qu'est-ce qui la pousse, qu'est-ce qui se joue dans l'identification qu'elle a pour cette accusée. Je pense que ça aurait été très littéral de le nommer, en fait. Et je préfère que c'est... En fait, moi, j'ai voulu Rama comme une espèce de surface de projection, comme une espèce de caisse de résonance de tout ce que chacun des spectateurs et chacun des spectatrices peut y mettre, y compris de sa propre histoire. Et Laurent, c'est pareil, c'est-à-dire que même la mise en scène, c'est-à-dire la longueur de ses plans, la fixité du cadre, cette façon de traverser comme ça le récit de cette femme en restant fixé sur ce même plan et de traverser comme ça le récit de sa vie sur 25 minutes, donne la possibilité aux spectateurs de naviguer dans des émotions qui peuvent être très contradictoires. Et cette femme appelle des émotions contradictoires, appelle des sensations contradictoires, un jugement contradictoire, et c'est tout son mystère. Et c'est parce qu'en fait, elle nous échappe, qu'elle nous oblige finalement qu'elle nous offre finalement une espèce de miroir qui nous oblige à nous interroger sur nous, sur des choses qui peuvent être très intimes, très personnelles, qui encore une fois n'ont pas besoin d'être nommées. Il y a quelque chose qu'on ressent et qui doit opérer en fait. Il y a deux pistes d'explication qui sont présentes dans le film et qui sont citées, mais que tu ne développes pas, que tu poses, et dont on sait qu'elles ont participé au vrai procès. C'est la piste de la folie, et c'est la piste du surnaturel, de l'explication par le maraboutage, etc. À l'écriture et ensuite à la mise en scène ou au montage, comment tu as choisi de leur trouver une place sans néanmoins en faire le facteur déterminant qui expliquerait la psychologie du personnage et son geste? Moi, je n'ai rien compris à Fabienne Cabou. Personne n'a rien compris à Fabienne Cabou. Un collège d'experts n'a rien compris à Fabienne Cabou. Et en fait, je pense qu'il y a 10 experts psychiatres qui n'ont pas réussi à trouver finalement une position commune. Donc elle a été jugée responsable pénalement, mais apparemment son jugement s'est fait sur le fil du rasoir. Donc on est à la lisière de tout. On est à la lisière avec elle de la responsabilité ou de la folie, du délire ou de la manipulation. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus bouleversée, en fait, peut-être dans les mots énoncés dans le vrai procès par Fabienne Cabou, c'est lorsque la présidente lui demande, Madame Cabou, pourquoi avez-vous tué votre fille? Et qu'elle répond, je ne le sais pas, parce que c'est la phrase que vous citiez, j'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Et j'ai l'impression que la justice, en fait, et que j'ai trouvé assez beau dans le rituel de la justice, et la grande confiance que j'ai en fait dans le rituel de la justice, c'est de tenter de cheminer avec cet accusé pour essayer de comprendre, pour essayer de l'aider à comprendre, mais aussi pour essayer de nous-mêmes comprendre nous-mêmes pourquoi elle a fait ça. Mais devant cet acte si insondable, effectivement, il aurait été extrêmement péremptoire et arrogant de tenter de poser une explication. Et effectivement, la question de la folie ou la question de la manipulation, la question de la solitude, enfin, toutes les explications sont possibles et sont offertes. Et effectivement, moi, je n'avais pas du tout envie de trancher sur la question de la sorcellerie. Moi, ce qui m'intéresse dans la sorcellerie, c'est pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai, c'est qu'est-ce que ça raconte. Et ce que ça me raconte, c'est une femme noire, brillante, intellectuelle, qui dit faire une thèse de Wittgenstein, même si on apprend que c'est faux. Moi, je trouve que c'est très signifiant qu'elle revendique, et d'ailleurs, non seulement c'est signifiant, mais c'est très parlant, même, qu'elle travaille sur Wittgenstein. Précisément cette femme qui ne sait pas ce qu'elle a fait, je ne sais plus que c'est la phrase du Wittgenstein, mais je crois que sa thèse de doctorat, c'était pas loin de ce qui ne peut pas, enfin, il faut taire ce qu'on ne peut pas dire, enfin, quelque chose, et elle travaille là, le dire et le montrer dans la théorie de Wittgenstein. Bref, même l'énoncé de sa thèse était extrêmement signifiant au vu de son histoire. Et ça, j'ai trouvé ça assez bouleversant, même si c'était faux. Donc cette femme qui se revendique universitaire, qui, au premier abord, n'arrive pas à expliquer son acte, et c'est le juge d'instruction qui lui demande, et Madame Colli, en fait, devant cette femme brillante, qui effectivement ne ressemble pas aux accusés, aux coupables d'infanticide classique, donc qui sont généralement des femmes qui viennent d'un milieu beaucoup plus populaire, là, devant cette femme qui échappe à tout entendement, en tout cas à toute catégorie, à toute grille du portrait, du profil type de femmes qui commettent des infanticides, lui dit peut-être que votre culture peut nous aider à comprendre. C'est ce qu'il y a dans le film. Et elle répond de façon extrêmement blessée et vexée
qu'elle est extrêmement cartésienne. Et donc elle refute complètement cet argumentaire. Et quelques jours après, elle reprend à son compte cet argument. Et elle s'enferme dedans, et en fait elle ne quitte plus cet argument. Et moi-même, je dois dire que quand je suis allée au procès de Fabienne Cabou, je pense que si la mère de Fabienne Cabou m'a élue, parce que je pense qu'elle m'a élu les 2 seules femmes noires de l'Assemblée, j'ai le sentiment a posteriori qu'elle m'a élue pour que je valide cette thèse de la sorcellerie parce que j'étais la seule femme noire et qu'elle avait besoin que je lui dise que sa fille était ensorcelée par ses cousines au Sénégal, parce que d'une certaine façon, c'était aussi ne pas regarder autre chose, c'était aussi ne pas interroger autre chose. Et c'était donc il y a quelque chose qui est trop... Enfin, moi, cette question de la sorcellerie, telle que je la travaille dans le film, c'est pas de dire c'est vrai, j'y crois pas. C'est de me dire à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle raconte et qu'est-ce qu'elle révèle en fait. Qu'est-ce qu'elle révèle de nous, qu'est-ce qu'elle révèle du jugement d'une société sur une femme noire, qu'est-ce qu'elle révèle de l'impossibilité tellement énorme de dire, de raconter, d'expliquer cet acte, qu'on va chercher en fait l'irrationnel et qu'on le rend rationnel. Enfin, peut-être que c'est la folie, peut-être qu'elle s'enferme dedans, je n'en sais rien. Moi, ce qui m'intéressait, en tout cas, c'était pas d'apporter des réponses, c'était de comprendre toutes les questions. En fait, c'était d'essayer de faire exhumer toutes les questions. Et la question de la question de la sorcellerie, en tout cas, m'interroge à cet endroit. Et c'est pour ça que cinématographiquement, effectivement, ce moment précis, le travail du son est extrêmement important. Rama qui ne sait plus, qui n'écoute plus, qui décroche, on sait plus. Enfin, tout d'un coup, tout ce travail-là, il traduit en fait sensuellement et organiquement et je dirais même émotionnellement ce que je tente de dire là. C'est-à-dire que ça passe pas par un discours, ça passe par cette femme qui s'échappe, ça passe par ces voix qui s'éteignent, ça passe par ce cœur de voix qui est très angoissé, qui est très angoissant. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'angoisse, la respiration, les chœurs musicales, ces scènes comme ça qui l'agitent. Enfin, c'est vraiment précisément à ce moment où on aborde, où j'affronte la question de la sorcellerie, pour dire au fond que si je n'y comprends rien, Rama n'y comprend pas plus, en fait. Même si elle est vraiment entendue. Alors faire exhumer toutes les questions, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant avec vous. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà une réaction, une question à poser à Alice Diop? Ne soyez pas timide, des micros vous attendent. Voilà, monsieur au deuxième rang. Diopologue, monsieur Gilles. Bonjour, oui, Gilles Envillers, prie le public d'excuser si je tutoie Alice, que je connais. Quand j'ai pris mon billet sur Internet, j'ai vu que nous étions dans la salle Agnès Varda, vous confirmez? Et en me reportant à la liste que tu as faite sur la cinéthèque des films, qui constitue ton panthéon personnel, cinématographique, j'ai vu qu'il y avait Sans toi ni loi d'Agnès Varda. Au moment de la plaidoirie, qui commence par l'histoire d'une lente disparition, d'une tragique descente aux enfers, qui pourrait tout à fait s'appliquer à ce qu'on voit dans Sans toi ni loi, qui raconte la chute d'un corps aussi, et une conduite assez suicidaire et inexplicable et inexpliquée. Est-ce que je me trompe complètement? Je ne sais pas quoi répondre. Et sans doute, en tout cas, ce que je peux dire d'Agnès Varda et de ce film en particulier, c'est ce qui me séduit, c'est la façon dont elle travaille ces deux matières, la matière documentaire et la matière fictionnelle. Ses visages, il y a des scènes comme ça où en fait elle livre cette actrice à partir d'un terrain et d'un travail de recherche très précis, très documentaire, qui m'intéresse beaucoup et dont je me sens assez proche. Mais cette question de la disparition, c'est trop intellectuel pour moi à cette heure-ci, après cette journée. On peut la faire rebondir autrement, parce que la question de la disparition mène à la question de l'invisible, et la question de la visibilité ou de l'invisibilité de cette femme est traitée non seulement par la parole, y compris dans la bouche de celui qu'on aime le moins comme spectateur, c'est-à-dire le procureur, qui finit par trouver son explication, mais aussi par l'image, puisque littéralement elle disparaît dans le décor, elle se fond dans le décor. Il y a un travail sur les camailleux de marron qu'on voit d'ailleurs derrière toi,
qu'il a fait disparaître, ce qui fait qu'un des enjeux du film, ça va être de les faire enfin apparaître. Or, cette question de la disparition, elle vient en contrepoint de la disparition de l'enfant. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On fait disparaître un enfant qui, en fait, n'est jamais apparu ou n'a jamais vu le jour, littéralement, qui n'est jamais sorti de l'appartement. Donc la question du disparaître, elle est en fait très très structurante dans le film. Alors moi, ce qui m'évoque ta remarque, c'est que j'ai l'impression que l'enfant apparaît, et que l'enfant presque plus qu'apparaît l'enfant né, l'enfant né dans les mots de cette femme, l'enfant né dans cette cour d'assises, l'enfant qui n'a pas été donc nommé, l'enfant qui n'a pas été vu, l'enfant qui n'a pas été déclaré à l'état civil, l'enfant qui n'a pas été pensé, parce que voilà, c'est un enfant qui n'existait pas, qui vient des limbes et qui est retourné dans les limbes. Mais tout d'un coup, cet enfant, j'ai l'impression qu'elle naît en écoutant le récit de sa mère. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que... Et donc, à tel point que j'ai pas besoin de filmer l'enfant. Je me suis refusée, en fait, à filmer l'enfant, à filmer des scènes de reconstitution où j'aurais filmé, en fait, ce qu'elle-même n'a pas compris. Elle n'a pas compris ce qu'elle faisait, et ce qu'elle a vraiment fait, est-ce qu'elle l'a fait tel qu'elle l'a dit. Et moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, tout ce qu'elle dit fait naître l'enfant. Cette histoire de varicelle, moi je sais que ça me bouleverse absolument. Enfin, il est né dans des détails. C'est vraiment, est-ce que vous l'avez allaité, est-ce que vous avez emmené chez le médecin, est-ce qu'elle a eu la varicelle. Tout d'un coup, cet enfant, elle naît à ces endroits-là, en fait. Elle naît dans la plaidoirie de fin. Enfin, il y a quelque chose qui l'a fait apparaître tout au long du film. Et cette femme, j'ai l'impression que moi, je ne vois qu'elle, cette femme qui a été invisibilisée, cette femme qui n'a pas été dite, cette femme qui n'a pas le droit à la parole. Elle va prendre la place, elle prend le centre du cadre, on n'écoute qu'elle. Et toute la mise en scène du film est structurée pour qu'on la regarde avec intensité et pour qu'on l'écoute avec intensité. Et ça, c'est à la fois quelque chose de l'ordre de la réparation, c'est quelque chose de l'ordre de la déclaration politique aussi. Parce que, encore une fois, si j'ai fait ce film, c'est parce que cette femme noire, parce que la complexité de cette femme noire, telle que je l'avais très rarement vue, filmée dans le cinéma et même écrite, vraiment. Donc il y a quelque chose presque d'un message très fort pour moi, de donner à entendre et à voir l'intensité de cette femme. Et je la mets au centre, je la portraiture finalement comme... Et je travaille, il y a même un travail très 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 pictural qui inscrit son corps et qui l'inscrit à un endroit de l'histoire de la peinture et presque de l'histoire du cinéma. En tout cas, on travaille avec ma chef opératrice autour de ces références, autour de cette question qui n'est plus pour moi qu'une question esthétique. Le corps de cette femme, enfin, la puissance, sa beauté, la précision du cadre, c'est quelque chose où j'ai envie qu'elle apparaisse, et j'ai envie qu'elle soit vue, j'ai envie qu'elle soit regardée. Et c'est voilà, tout ce qu'elle n'a pas pu être en fait dans la vie. Enfin, il y a quelque chose pour moi de fondamental. Une autre question, oui, ici, nous sommes reconnaître un visage ami. Oui, bonsoir. J'ai pas vraiment une question, Alice. Pour moi aussi, je te connais, comme beaucoup ici. C'est juste peut-être pour renchérir sur ce que tu viens de dire. Il me semble que l'interprétation, la mise en scène, le scénario convergent en effet vers une sorte de... On est captif de son regard et de son mystère. Je crois que, enfin pour moi en tout cas pendant le film, plus que de regarder cette femme, je regardais son mystère. Et je crois que ce que tu as réussi à faire dans le film, c'est à faire miroiter pour nous toutes les facettes de ce diamant noir qu'est le mystère de la personnalité de quelqu'un, qu'elle soit infanticide ou au fond, moi j'ai le sentiment que n'importe qui est aussi mystérieux qu'elle. Et que c'est ça que tu me fais toucher du doigt, le mystère de l'humanité. Et c'est un très 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 beau film pour cette raison-là pour moi. Merci Alice. Merci à toi. Dominique Cabrera, je cite son toit du mais je pourrais citer Demain et encore demain dans cette fameuse liste sacrée dont tu parlais, qui est un des livres de films de chevet. Donc merci à toi de ces mots. Et oui, le mystère, et en fait cette question du mystère me renvoie encore une fois à ma co-scénariste Marine Dia, et si j'ai été convoquée si j'ai demandé à Marie de venir nous accompagner, nous aider à cheminer avec Amrita, c'est précisément parce que pour moi c'est l'écrivaine qui a le mieux dit le mystère, qui tente dans cette manière en fait d'inventer une langue
à elle, en fait, elle tourne autour, en fait, le sujet de tous les livres de Marie sur le mystère. Et je rêvais un film qui soit comme un livre de Marine Vielle, c'est-à-dire qui soit vraiment travaillé par cette question du mystère, sans jamais tenter de l'épaissir, sans jamais tenter de répondre aux questions, sans jamais tenter de cerner, en fait, cerner cette femme. Et c'est précisément parce que cette femme est mystérieuse, moi personnellement, qu'elle m'oblige, en tout cas ce qui s'est passé dans le vrai procès, c'est le mystère de cette femme qui m'a renvoyé à mes gouffres intérieurs, à tout ce que je ne voulais pas regarder, à toutes les zones obscures. Et au fond, en les exhumant, elle est venue paradoxalement les réparer. C'est en achoppant devant le mystère de cette femme que j'ai été obligée, moi, de faire le point sur ma maternité, sur mon rapport à ma mère, sur mon rapport à mon fils. Et j'étais obligée d'affronter des questions douloureuses, des questions obscures. Et pour moi, c'est l'expérience que je voulais partager, que je voulais offrir, que je voulais que le spectateur vive. Vraiment, c'est pour ça que c'est si difficile, effectivement, de parler de ce film, parce que tous les mots qu'on peut dire l'abîment. Moi, ce film, il continue à m'échapper. Le film, il m'est révélé par les témoignages de gens qui viennent me voir à la fin des projections et qui ne prennent pas forcément la parole pendant le Q&A, mais qui viennent me voir après, qui viennent voir aussi Gus Lagier après, et qui me livrent des choses tellement intimes, tellement bouleversantes, tellement indicibles publiquement, Et c'est bien parce que le mystère de cette femme, en fait, nous convoque à cet endroit, en fait. Donc moi, je pense sincèrement que le sujet central de ce film, c'est effectivement le mystère de cette femme. C'est la maternité, dans tout ce qu'elle a de mystérieux, d'indicible, d'ambivalent. Donc merci beaucoup pour ta remarque. Merci. Une autre question? Oui, par ici. Abraham. Voilà. Merci beaucoup. Non, c'est juste pour rebondir sur ce qu'on vient de dire. Oui, bien sûr, le mystère. Mais alors, à ce moment-là, moi, j'aurais ressenti ce mystère sans doute incarné par la polyphonie. Une polyphonie mouvante. Un tissage de toutes les voix autour de celle de Laurence qui contribue à construire son humanité, son inhumanité, son parcours, sa culture, ce prisme complètement mouvant de toutes ces voix. Je trouve que à ce moment-là, c'est ça le mystère et c'est ça l'humanité du film. Peut-être justement enfermé dans ce huis clos du tribunal, c'est encore plus émouvant et tragique. Merci. Oui, au troisième rang. Le micro vient vers vous, de l'autre côté. Hop, regardez, de l'autre côté, voilà. Bonsoir. Alors, j'ai une question, mais j'ai un petit commentaire aussi par rapport à ce qui se vient de dire. Je pense que, en fait, on reste un petit peu sur cette question de mystère, un petit peu comme quand on est fasciné par les serial killers et tout ça. C'est parce qu'on a envie, je pense, de mon point de vue, de se rassurer qu'on n'est pas comme eux et qu'avec cette personne-là, on n'y arrive pas, en fait, parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi elle est passée à cet acte. Mais bon, mais ma question, vous avez dit donc ce travail était un travail de 7 ans, avec énormément de doutes, etc. Et justement, ces doutes dans la création, à chaque fois qu'on crée quoi que ce soit, ils peuvent nous envahir. Est-ce que vous avez des conseils ou des techniques sur comment ne pas se faire envahir par ces doutes pour pouvoir terminer, je sens, j'entends terminer justement ces projets J'aime beaucoup. Malheureusement, non. Non. J'aimerais bien Approchez votre micro. Non, moi, j'ai malheureusement aucun conseil à donner à cet endroit-là. Moi, mes doutes ne me font pas peur du tout. Je les accueille absolument et je travaille même avec. Donc voilà, au contraire, je me dis qu'il faut les accueillir plus que s'en défendre. On va donc vous donner la parole, madame, ici au fond, au milieu. Mais peut-être une façon de vivre avec ces doutes, c'est de faire un autre film entre-temps. Parce que vous avez fait Nous, alors que vous étiez déjà habité par ce film-là. Alors, ça serait intéressant de revoir Nous maintenant, à la lumière de celui-ci.
Comment l'un a nourri l'autre Pas de façon consciente. Rapprochez-le. Pas du tout de façon consciente, mais de façon visiblement apparente, puisque il y a beaucoup de choses qui traversent les deux et que encore une fois, que me révèlent les spectateurs, notamment la place de ces corps de femmes noires endormies. Enfin, ce qui était visible, c'était par exemple la place de mes archives, la place de la question de l'intimité familiale. Effectivement, l'appartement est très construit à partir de mes propres images d'archives. Mais ce qui est très étonnant avec Saint-Omer, et ce qui est même très dangereux pour moi, c'est que c'est un film qui me fragilise plus et qui m'émeut plus concernant ma propre biographie familiale que ne le faisait, par exemple, les archives présentes, les archives recréées, créées absolument de toutes pièces dans Saint-Omer, me font pleurer quand je les vois, là où celles de nous ne me faisaient pas pleurer. Et je pense que ça a à voir avec le pouvoir du cinéma. Dans nous, je fantasme en voix off sur ce que je vais trouver dans les archives, et je fantasme la présence de ma mère en plein cadre, alors qu'elle est une figure flottante au bord du cadre dans les archives de nous. Et dans Saint-Omer, je filme cette femme en plein cadre. Et donc, quelque part, je corrige le réel. C'est ce qui est le bonheur de la fiction et en même temps son risque en tant qu'auteur. C'est-à-dire que du coup, ça me touche plus de les voir dans nous que de les regarder dans Saint-Omer, paradoxalement. Madame, vous avez eu votre micro, c'est bon. Ce que je trouve très frappant, c'est la constance que tu as du documentaire jusqu'au film à réparer, à transformer les représentations, donc à libérer quelque chose de très fort dans la société. Et juste pour ça, je voulais te dire que tu étais une très grande réalisatrice, Alice Diop. Merci, Marie. Merci. Un autre compliment, une question, une réaction. Monsieur, juste derrière. Ce soir, je prends. C'est du bien, quand même. Ouais, surtout un genre de sortie, ouais. Bonsoir. Je rejoins le compliment. Je suis un grand admiratif de votre travail. Vraiment. Et je suis très étonné parce qu'autant sur vos documentaires, je me prends des claques. La mort de Danton, ça a été vraiment des coups de poing même. Vers la tendresse aussi, d'une certaine façon, dans votre façon de donner du relief au personnage. Et je trouve qu'avec ce film, en fait, vous êtes très tendre, finalement. Beaucoup plus tendre que... En tout cas, enfin voilà, moi en tout cas en tant que spectateur, j'ai été moins percuté et beaucoup plus dans une forme de douceur. Mais je reviens à ma question, qui est peut-être anecdotique. Moi j'ai grandi à Saint-Omer, je suis né là-bas, et je me demandais pourquoi vous aviez nommé le film Saint-Omer. Est-ce que c'est en référence à la ville ou par rapport au sang Audemars qui a fondé la ville? Je ne sais pas. Oui, alors c'est par rapport à la ville, bien sûr, parce que l'infanticide n'a pas eu lieu à Saint-Omer, mais à Berck-sur-Mer, mais le procès a eu lieu à Saint-Omer. Je suis allée à Saint-Omer, et la présence de la ville était beaucoup plus importante au scénario qu'elle ne l'est finalement dans le film terminé. Mais malgré tout, elle existe quand même dans les visages des spectateurs du procès, qui sont des vrais spectateurs de la ville, qui n'étaient pas que des figurants, mais vraiment des habitants de Saint-Omer qui ont assisté à ce procès un peu reconstitué. Donc la ville, en fait, elle existe à travers ces visages. Moi, j'ai eu une expérience très étrange à Saint-Omer quand j'y suis allée. Il y avait quelque chose de très étrange et presque très menaçant pour moi de me balader dans les rues de la ville, de m'arriver 2 ou 3 anecdotes qui racontaient la fragilité, la précarité même de ma position de femme noire, parisienne, dans cet endroit-là. Et en fait, le scénario jouait beaucoup de cette tension au départ. Et finalement, ayant passé beaucoup de temps dans la ville, cette impression première s'est un peu estompée. Et je pense qu'il aurait été un peu anecdotique finalement de le travailler plus, en tout cas en dehors de ce que ça allait dans le scénario. Et pourquoi Saint-Omer, pourquoi le titre? Parce que voilà, je dirais presque pour la résonance quasi lacanienne de ce titre. Saint-Omer, il n'y a pas le tiret, Saint-Omer sans le tiret, mais en fait c'est à la fois la ville, c'est à la fois le lieu, c'est à la fois le lieu réel, le lieu fantasmé, le lieu abstrait, le lieu théâtral, il y a la question du tragique. Voilà, c'est un titre qui était le titre de travail et ça n'a jamais changé jusqu'au bout. Donc je pense que c'était le bon titre pour ce film. Parenthèse, la dimension lacanienne, elle existait aussi dans le vrai procès, et ça c'est pas dans le film, puisque quand on a demandé à Fabienne Cabou pourquoi elle avait choisi le Berck-sur-Mer,
Et elle disait c'est à cause du non, parce que le geste que j'allais accomplir me dégoûtait. Et Berck, c'était le signe de ce dégoût. Et la mère. Elle n'a pas parlé de la mère, oui. Si, elle a parlé de la mère quand elle dit j'ai déposé ma fille sur la plage avec l'idée que la mère emporterait son corps. Ouais, il y a quelque chose de lacanien dans cette phrase, dans cet énoncé. C'est au nom de cette chose-là, d'ailleurs, de cet énoncé que le film existe. C'est tout ce que moi j'y entends est extrêmement psychanalytique. Oui, moi je trouve qu'on l'entend beaucoup, il y a notamment cette première scène avec la mère montante et mugissante et tellement inquiétante. Et je voudrais vous remercier aussi pour ce film que j'ai vu qui m'a énormément emporté. Je travaille dans un service, non pas de maternité, mais d'accompagnement des femmes enceintes, enfin pré- et post-natales, qui sont en difficulté avec le lien mère-enfant. Et je trouve que ce qui est difficile à raconter dans ce travail, c'est à quel point cette relation est tout le temps sur le fil. Et quand on est avec des femmes qui sont particulièrement en difficulté, c'est un peu une sorte de paroxysme de quelque chose qui affleure et qui existe chez toutes, chez nous toutes. Et je trouve que vous racontez de manière terriblement extraordinaire cette transmission transgénérationnelle, quoi. Pas juste le geste de la maternité, mais enfin de la maternité qui vient des ancêtres et qui va se poursuivre avec évidemment cette plaidoirie finale avec les chimères qui fait beaucoup réagir toutes les femmes de l'Assemblée et toutes les femmes certainement ici aussi. Merci aussi pour cette occasion. Vous avez un sens des grands premiers rôles et aussi un sens des visages qui apparaissent très fugacement pendant cette plaidoirie sur les chimères. On voit à quel point les femmes qu'on a vues juste à cette occasion ont des visages qui racontent beaucoup. Celui de l'infirmière, celui d'autres femmes qui ne sont pas nommées. C'est un très grand film que je vais revoir d'ailleurs. Je l'ai vu aujourd'hui, mais je retournerai. Merci infiniment pour merci beaucoup. Tu peux nous raconter d'ailleurs comment tu l'as filmé cette scène de la plaidoirie, y compris pour obtenir ces contre-champs, parce que c'est une sacrée expérience, je crois. Une sacrée expérience. On a déjà salué la magnifique performance de Aurélia Petit, notre loi. Chimérisé, comme on dit, on va rentrer dans le domaine public, ce terme chimérisation. Comment je l'ai filmé, quasiment en un plan, en une fois, non? Une ou deux fois. Quasiment dans un souffle, dans un souffle comme ça. Moi, je pense que la deuxième fois, c'était une sécurité qui n'était absolument pas du tout obligatoire, parce qu'on a monté qu'avec une prise. En fait, on a monté quasiment les premières prises. Donc, c'est dire l'intensité de ce moment présent, en fait, qui n'était pas du tout dans la fabrication, mais vraiment dans une portée émotionnelle. Moi, c'était le dernier jour de tournage, on était toutes éprouvées par ces 3 semaines à l'intérieur de ce tribunal, et donc c'était vraiment une scène pour nous presque de catharsis, en fait, de libération, mais en fait qui troublait toutes nos positions. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais plus du tout la réalisatrice, il n'y avait plus du tout de différence entre les comédiennes et les femmes que nous étions toutes, que nous sommes toutes, et les mères que nous sommes toutes, et les filles d'eux que nous sommes toutes, et ce qu'on était en train de faire. Et donc on a été complètement... je ne sais pas qui j'attends, en fait. C'est la question. Mais je regarde, bref. Tout le monde, c'est une question collective, le collectif. On était toutes complètement bouleversées, et en fait, donc c'était quelque chose que Aurélia ne pouvait pas refaire, parce que précisément, ça repose sur la puissance... Il y a Stéphane qui va absolument que je parle. Allez, ça y est. Aurélia. Je pense qu'on aurait pu la faire plusieurs fois, des dizaines de fois, mais on n'avait pas envie de fabriquer quoi que ce soit. On avait peur surtout de perdre quelque chose. On a fait des dizaines de fois. Non, justement, on a fait 2 fois. On aurait pu le faire, techniquement, mais c'était pas la peine. Effectivement, si on raconte, après, finalement, on diffusait le son de cette plaidoirie pour retrouver l'intensité et l'émotion des personnes qui écoutaient. Puis là, c'est vrai que tout le monde tombait comme
comme des mouches. Moi-même, faisant la plaidoirie, à un moment donné, j'ai commencé à me sentir submergée par l'émotion. Je me suis dit, ah non, pas moi, pas ça, c'est pas possible. Mais avec des textes pareils, c'est sublime, quoi. C'est sûr que ça fait un écho obligatoirement. Enfin, on ne peut pas rester indifférent. Il suffit de faire résonner ce texte. Enfin, c'était une expérience incroyable. De toute façon, d'avoir ce cadre, ce dispositif qui pouvait paraître peut-être oppressant, mais dans lequel on avait du temps. Et c'est très rare d'avoir du temps à l'intérieur des prises, et du temps d'écoute pour ses partenaires de jeu, et du temps de vie. Et ça, c'est très rare, et c'est délicieux. Enfin, c'est incroyable, quoi. Enfin, c'était fou. Merci, Alice. Ce dispositif, ça a à voir avec le théâtre, parce que je me suis dit, justement, en voyant cette émotion qui arrivait pour de vrai, que ça tenait beaucoup au théâtral, qui est généralement très péjoratif. Quand on dit dans d'un film c'est théâtral, on imagine des grands mots, le surjeu, etc. Et au contraire, vous avez capté quelque chose qu'on ne voit souvent qu'au théâtre, quand un acteur est traversé par un texte et qu'une émotion inattendue pour tout le monde surgisse. Ça, vous l'aviez anticipé, que ça allait se passer comme ça, vous l'espériez, ou ça vous a presque dépassé vous-même? Je pense que je l'avais anticipé de façon complètement instinctive et intuitive. Effectivement, la plupart des comédiens et des comédiennes de Saint-Omer sont des comédiens de théâtre. C'est sans doute par hasard, mais c'était pas non plus quelque chose, c'était pas une idée fixe, mais c'est sans doute par hasard. Valérie Dréville, effectivement, Antoine Aurélia, Robert Cantarella, Xavier Mali sont des acteurs et de théâtre et de cinéma, mais plutôt au théâtre. Donc je pense que ça tient à cette qualité de présence et à l'intensité du moment, effectivement, à être traversé en fait comme ça par une émotion qui ne peut pas être fabriquée, mais ça tient tant au théâtre qu'à mon métier de documentariste aussi. Dans le documentaire, on ne fabrique pas non plus l'émotion, elle est là, et en fait on sait la capter, on sait la saisir en fait. Donc je pense que c'était dans cette ambivalence-là, mais je ne me suis pas formulée en tout cas plus que ça. J'ai su très vite, en tout cas, que je n'avais pas envie de faire des répétitions. Voilà, dans le processus de casting, comme je l'ai dit, ce qui m'intéressait, c'était plus de rencontrer en fait ces comédiens, de les rencontrer humainement et de comprendre pourquoi j'avais l'intuition d'eux. Et c'est que des gens dont j'ai eu l'intuition. Je suis allée vers des gens dont j'avais l'intuition. Je me suis pas dit, tiens, je vais faire un casting où je vais rencontrer des comédiens et je vais voir celui qui performera le mieux ou celui qui serait le... Voilà, je suis vraiment partie de rencontres en fait de gens, mais comme dans un documentaire. Et quand on a fait les premiers essais, j'ai senti intuitivement qu'il ne fallait pas abîmer quelque chose. Et donc l'idée n'était pas de répéter, c'était vraiment de sentir en fait ce qui allait être en jeu et de le laisser reposer à ce moment présent en fait. Effectivement, et ça, voilà, c'est pas du tout quelque chose qu'on s'est formulé, mais parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Je pense que Gustave, tu as énormément travaillé le rôle, mais on n'a pas du tout travaillé ensemble. Et la première fois que j'ai filmé Gustave, je crois qu'on n'a même pas touché les scènes qui étaient les scènes les plus sacrées pour moi. Et en même temps, c'est marrant, la scène pour moi la plus sacrée au scénario, c'était la scène du récit très jurassien de la mort de l'enfant. Et finalement, le jour où Gustave est arrivé et qu'elle a dit « Je m'appelle Laurence Colli, je suis née à Dakar en 1980 », je me suis enfuie du plateau. Tellement j'étais bouleversée par cette incarnation, par cette présence, par ce que ça disait, par la façon dont elle reconvoquait le fantôme de cette femme, par la façon dont je revivais une émotion, que je libérais l'émotion que j'avais mis à distance pendant l'expérience du vrai tribunal et pendant tout le moment de l'écriture. Et là, tout d'un coup, dans l'incarnation, dans le moment présent, dans le moment du tournage, tout rejaillissait de façon... donc je suis partie, je suis revenue, mais quand même, c'était dire la matière nucléaire qu'on sentait, qu'on avait entre les mains. Et en fait, on a travaillé autour de ce feu, en fait, qui n'a cessé d'être présent autour de nous, avec nous, parmi nous, durant ces 3 semaines. Mais Gus Ladji veut bien raconter un tout petit peu pourquoi ou pas le personnage se faisait peur. Et du coup, comment vous avez travaillé ensemble? Elle ne voulait pas, mais... Non, pardonnez-moi,
c'est pas du tout professionnel. Je suis dans une position assise et je ne souhaite pas être filmée. Mais en fait, depuis 9 heures, le film est sorti en France et je suis dans une émotion qui est de l'ordre de voilà, c'est un film qui disparaît de mon corps, qui disparaît de mon travail artistique. Donc je suis extrêmement vulnérable aujourd'hui, mais je voulais vraiment quand même être présente. Donc je suis assise et je n'irai pas sur scène, mais je veux bien en parler. En fait, on était à un endroit d'un gouffre immense avec ce film. Et il a fallu franchir ce trou béant d'un récit autobiographique qui appartenait à quelqu'un, qui était à un endroit de bascule. La vie d'une vraie femme a été à jamais, en prenant le train pour la gare du Nord, changée. Donc c'était ça la responsabilité. Parce qu'Alice parle d'un appel vers cette histoire pour suivre le procès, mais il y a eu aussi elle a aussi eu le courage de prendre la responsabilité de faire ce film. Donc à partir de là, le travail, comme tu le dis très bien Alice, c'était de ne rien abîmer. Et je crois que, mais il fallait quand même tout donner, il fallait quand même qu'Alice puisse prendre des choses de nous, au-delà d'un travail artistique. Donc je dirais que tout le travail a consisté pour elle, moi je le vois comme ça aujourd'hui, mais je le verrai peut-être autrement dans quelques années, mais moi j'ai l'impression qu'elle a tout pris sans rien casser. Ce qui est quelque chose d'assez peu reconnu dans notre société, surtout dans le travail artistique où on a l'impression qu'il faut pour avoir des choses, pour obtenir des choses, des comédiens ou des comédiennes, il faut casser des choses, il faut briser, il faut raconter des brises, enfin voilà, il faut... Et pas du tout. On était dans un respect très minutieux de chaque personne qui devait porter cette histoire. Donc je sais plus la question, mais je voulais quand même le dire parce que c'est vrai qu'on est là à raconter quelque chose de... C'est très doux. Voilà, comme là, vous voyez mon état, je suis très émue, je suis très... Voilà. Mais en vérité, ça a été un travail inouï pour une actrice d'avoir ce rôle. C'est un très grand rôle, quoi. Donc c'est un travail que je garde comme l'un des travaux les plus exigeants que j'ai fait, et à la fois le plus douloureux. Donc de fait. Donc à l'endroit du procès, pardon, à l'endroit du procès, c'est un dispositif, comme l'a très bien dit Aurélia, qui crée les conditions de l'instantanéité. Et moi j'aime à dire aussi qu'on était dans des conditions sportives dans ce film. Parce que c'est du plan séquence, parce que tout le monde est là tout le temps sur le plateau, qu'Alice il n'y a pas... Quand Aurélia parle, je l'entends, je suis à côté d'elle. Quand je parle, tout le monde est là. C'est-à-dire qu'il y a un dispositif qui crée des conditions où chaque jour, il y a une instantanéité, une présence de tous et toutes, y compris des figurants et des figurantes. Donc ça crée les conditions en fait du direct, les conditions d'un corps, quoi, d'un esprit, d'une présence. Et donc ça demande énormément au corps des comédiens et des comédiennes. Et des figurants, de tout le monde, des équipes techniques, d'Alice elle-même. Et ça, je crois que ça a été la chose la plus... Je parle vraiment du procès, excusez-moi, mais parce que moi, c'est ma partie, quoi. Donc malheureusement, Kaiji Kagame n'est pas là, mais elle aurait certainement de quoi compléter tout ce que je dis. Mais voilà, le procès, je crois que c'est à cet endroit-là que Laurence Colli / Fabienne Cabou peut exister. C'est dans cette présence. On ne pouvait pas, Alice, parce que peut-être que tu viens du documentaire, mais elle a fait un film au présent de quelque chose de complètement mythologique. Voilà. Ce qui est quand même une prouesse. Merci beaucoup.
va peut-être prendre une dernière question, réaction, parce qu'il se fait tard, j'en vois qui commence à partir. Oui, tout là-haut. Vous avez le micro déjà? Allez-y, lancez-vous. Alors, moi, je me posais une question par rapport au langage, parce qu'il a une place extrêmement présente dans le film. L'accusé s'exprime avec un langage assez particulier, notamment elle utilise des liaisons entre les mots. C'est quand même quelque chose, parfois, de l'ordre d'une forme de conte, la manière dont elle raconte les choses. Et je voulais savoir comment vous avez reconstitué ou voire construit ce langage. En fait, je ne l'ai pas du tout construit, puisqu'il lui appartient absolument. Je l'ai juste recueilli, noté précisément. Donc, comme je l'ai dit, j'ai pris des notes très précises. Et je pense que même ma manière de prendre ces notes précises était une manière pour moi de comprendre l'importance qu'allait avoir le langage, la place centrale qu'allait avoir le langage dans le film. Et presque ça me protégeait de l'émotion d'entendre ce que j'étais en train d'entendre au présent. Donc c'était vraiment un espace comme ça de grande protection. Et je suis très contente d'avoir fait ce travail-là, parce que sans ça, en fait, c'est cette matière qui fait naître le film. C'est précisément de reconstituer précisément au mot près ce qu'elle dit, parce que ça ne s'invente pas. Ça met en récit de façon très Durassien. C'est pas pour rien que l'esprit de Duras flotte en permanence sur ce film. Et d'une certaine manière, la première séquence est une forme de dédicace, quoi. Enfin, il y a quelque chose de très Durassien dans sa manière de parler, très Durassien même dans sa manière de faire le récit du crime. Moi, j'ai été très saisie par ça dans le procès, en fait. Cette manière de raconter pourquoi j'ai pris le train pour Berck. Enfin, il y avait tout d'un coup, c'était un film, un livre de Marguerite Duras. Enfin, mais est-ce que c'est ce que je me suis raconté? En tout cas, c'est sûr qu'il y avait une manière très littéraire de s'exprimer. Et en fait, on l'a respecté au mot près, mais sans forcément tenter d'imiter. Enfin, il n'y avait pas besoin d'imiter, parce que la verticalité de tout le film repose sur cette langue. Il est interprété par Gustave Gilles, qui apporte énormément d'humanité, je dois dire, énormément d'humanité à la vraie Fabienne Cabou. Moi, ça ne m'a pas du tout dérangé. C'est-à-dire que le souvenir que j'ai de la vraie accusée était beaucoup plus... C'est une femme beaucoup plus froide, beaucoup plus distante. Et intuitivement, Gustave Gilles lui apporte quelque chose de tellement plus humain, mais à partir de cette même langue. Et ça nous emmène un peu à côté de ce que j'ai vu, et je trouve que c'était encore plus beau, en fait. Parce que finalement, enfin, juste pour finir, peut-être que je peux dire une anecdote. Il y a deux choses, moi, qui m'ont frappé sur ce rapport entre le documentaire et la fiction. C'est, en fait, on a tourné au tribunal de Saint-Omer, mais pas dans la vraie salle où le procès a lieu. Parce que la salle était trop grande, et parce que dans cette salle, il y avait, en fait, une vitre qui ne permettait pas de voir le visage de l'accusée quand elle était assise. Et donc cette impression de froideur était aussi décuplée par la façon dont elle a regardé derrière une vitre. Donc il y a quelque chose, en fait, où son humanité n'était pas présente. Et je me suis liée d'amitié pendant le procès Cabou avec le dessinateur de presse, Benoît Perruque, qui, lui, en fait, avait une caméra où il avait accès à l'intérieur du box de l'accusé. Et en fait, au bout de 2 ou 3 jours de procès, je me souviens avoir été avec lui, de l'avoir observé dessiner, et d'avoir vu cette caméra à l'intérieur du box de Fabienne. Et tout d'un coup, j'ai eu accès à l'humanité de cette femme. Elle était assise, en fait, et quand elle était assise dans la salle d'audience, on ne voyait pas son visage, elle était complètement soustraite à notre regard. Et du point de vue de la caméra de surveillance qu'avait Benoît Perruque, je la voyais pleurer. Donc j'avais accès, en fait, à une humanité qui était invisible aux spectateurs pour les raisons de la configuration du lieu. Et tout d'un coup, finalement, enlever la vitre, qui n'est pas du tout réaliste, parce qu'il n'y a plus aucun tribunal qui fonctionne, enfin qui offre comme ça l'accusé. Et je pense que ça change véritablement quelque chose, c'est-à-dire qu'on a accès à l'humanité de cette femme, comme on n'a pas eu forcément accès à son humanité pendant le vrai procès. Et quand l'avocate de Fabienne a vu le film, elle a été absolument bouleversée par Laurence Colli, qui interprète Gustave. Et tout d'un coup, c'est comme si l'interprétation de Gustave rendait l'humanité qui n'a pas pu être vue lors du vrai procès, l'humanité de Fabienne qui n'a pas pu être vue. Et ça, je trouve, alors que tu ne le sais pas, alors que tu n'as pas vu le procès, mais tout d'un coup, tout le dispositif du film qui tend finalement à une couleur d'un vêtement, à un cadre, à une vitre qu'on enlève, à la manière dont on va cadrer,
vient encore une fois corriger le réel et vient réparer quelque chose du réel. Et ça, j'ai trouvé ça très signifiant pour moi. Je pense que ça raconte quelque chose de ce qu'est le film, en fait. De ce qu'est le film. Il y a une dernière question ici. Oui. Non, pas encore. C'est la toute dernière. Allez-y. C'est encore une question sur le langage et sur la langue. La question que je me pose, c'est que le fait qu'il y a un déni déjà de langue chez Laurence, parce qu'on lui interdit finalement, sa mère lui interdit de parler sa propre langue. Et donc la question que je me pose, c'est que finalement, est-ce qu'elle n'est pas elle-même enfermée dans cette langue qu'elle maîtrise parfaitement, mais qui finalement n'est pas sa langue en fait. C'est comme s'il y avait déjà un conflit qui est, qui est dans son histoire en fait, dans cette histoire coloniale. De toute façon, là, du coup, on est vraiment dans la tragédie parce qu'elle ne maîtrise pas du tout ce qui est inconscient et puis ce qui est historique aussi. Et que finalement, cette langue qu'elle croit maîtriser et ce récit qu'elle raconte et qu'elle est persuadée aussi elle est enfermée aussi dans ce récit. C'est comme si elle s'inventait un récit avec une langue qu'elle croit maîtriser mais qui finalement la domine. C'est le sentiment que j'ai en fait, de ce conflit en fait de la langue et du langage. Et finalement, est-ce que c'est pas inversé? Moi, c'est ce que j'ai ressenti, cette prédominance justement de la langue et des voix et des silences. Il y a finalement le silence en fait de sa langue maternelle et de tout ce qui passe par la langue et de l'affect et de tout ce qui passe et qui n'est peut-être pas passé, qui n'a pas été transmis. Et puis je reparle sur les cellules chimériques en fait. Qu'est-ce qui n'est pas passé aussi et qu'est-ce qui finalement en elle ne peut pas être dit parce qu'elle n'a pas les mots pour le dire. Je ne sais pas, c'est une vraie question. Enfin, non, mais je me la pose aussi. Sincèrement, moi je trouve que ce qui est le plus beau, encore une fois, dans l'exercice d'accompagner le film, c'est que j'aime entendre en fait les interprétations parce que le film offre la possibilité d'interpréter à l'infini les raisons, les histoires, le mystère de cette femme. Et je trouve que ton interprétation, moi, m'intéresse, et je trouve ça hyper pertinent. La semaine dernière, j'ai une amie aussi cinéaste qui s'appelle Valérie Massadian qui a vu le film et qui m'a donné une autre lecture sur la langue de Fabienne, de Laurence. Elle dit, mais finalement, c'est parce que moi, je parle beaucoup de cette langue comme un espace de résistance. Que cette manière de parler avec cette si grande clarté, avec cette si grande puissance, est une manière de résister aux injonctions, est une manière aux injonctions que la société peut avoir sur ce que c'est qu'être une femme noire. Et c'est quelque chose que je reconnais parce que c'est quelque chose que je vis, que j'ai vécu beaucoup. Cette question de la langue qu'on ne parle pas, c'est quelque chose que j'ai reconnu aussi et qui m'intéresse dans l'histoire de Fabienne Camot, parce que je suis précisément une femme noire française qui ne parle pas la langue maternelle de ses parents, et je sais à quel point cette langue manquante a affecté mon lien, en tout cas a interagi avec mon lien à la maternité. Donc c'est pas pour rien que je fais ce film non plus. Ça a été vraiment une vraie question. Quand mon fils est rentré dans la langue, je me suis aperçue que moi, il me manquait cette langue que je ne parlais pas. Donc ma langue maternelle était une langue silencieuse, en fait. Et donc je vois bien ce que j'entends, mais je comprends que tu l'entends toi, et d'autres gens entendent autre chose. Et tout est... Enfin, il n'y a pas une interprétation. Je trouve que c'est pour ça que ce film nous fait travailler à l'endroit où on est, en fait. Et donc elle me disait, Valérie, qu'elle trouvait que cette langue, c'est précisément tout ce qui reste à cette femme qui n'a plus rien. Et que ce qui lui reste, c'est la précision de dire, la précision de se dire. Et j'ai trouvé ça extrêmement beau. Je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas entendu si elle ne l'avait pas dit. Donc c'est tout aussi vrai, c'est tout aussi juste. En tout cas, ça me fait tout autant travailler sur mon propre film que ce que tu viens de me dire, tu vois. Donc voilà, il n'y a pas... c'est infini, en fait, les interprétations qu'on peut faire sur cette femme, sur cette histoire, sur son mystère. Et vraiment, le film ne veut pas du tout... le film ne tranche sur rien, en fait. Et le film ne répond à rien. La vraie dernière. Allez, vous avez de la chance. Oui, mais parce que je vais faire un petit raccord alors avec... Donc j'ai la vraie dernière question, puis je vais vous parler du générique. Et c'est un merci, et c'est une question aussi, parce que moi je me suis laissée, je sais pas, atteindre avec beaucoup de sensibilité par à peu près tous les personnages, et j'arrive à l'écran noir, et là je vois un générique, et je vois qu'il y a beaucoup de femmes au générique. Et je suis dans des conversations de listes de films, dans l'école dans laquelle je suis, avec beaucoup de réalisateurs, où il y a très peu de réalisatrices sur les premiers films. Et juste là, ça me fait plaisir de vous voir. J'avais vu votre premier film Vers la tendresse, et de voir enfin des femmes au générique, ça me fait plaisir. Enfin, merci, et je voulais savoir si c'est compliqué à faire en fait. Et de mettre des femmes au générique? Oui, parce que j'en vois de plus en plus, mais peut-être pas encore assez. Ouais. Non, ça n'a pas été compliqué, ça n'a pas été...
ça a été très naturel. Je ne me suis pas du tout posé la question de... Le film n'est pas du tout paritaire, parce qu'il y a 99% des femmes au poste clé. Donc c'est un film très, très, très féminin. Mais c'est même pas, je n'ai même pas interrogé. Mais je pense que sincèrement, s'il y avait eu plus de parité, peut-être qu'on aurait été moins porté par les gouffres. Je pense qu'on serait même moins tombé en fait dans ce trou noir de la maternité. Et c'est pas un tournage effectivement essentiellement féminin. On était en permanence, comme je disais tout à l'heure, entre notre fonction et notre être. Donc et je pense que c'est avec ça qu'on a fait le film. C'était pas conscient, mais sans doute que c'est signifiant en fait, sur le film que c'est. Et non, ça n'a pas du tout été difficile. Parce que c'était les meilleurs. Merci beaucoup. Merci Alice Diouf, merci Lucie Malanda, merci Aurélia Petit, merci Stéphane Guillet de nous avoir accueillis. Merci encore Guillaume. Et à très bientôt pour une nouvelle séance France Culture ici et là, peut-être à nouveau à Montreuil. Ça se pourrait bien. Vous sortez par la terrasse, si les gens ont besoin de l'ascenseur, il faut faire signer à Alexandre, qui sera dans la nef, pour passer par le deuxième ascenseur, puisque l'ascenseur principal est toujours en panne.